Bonjour Olivier, comment vas-tu? Bonjour Fawzi, très bien et toi, ça va? Super. Bon. J'ai perdu la notion du temps avec tout ce qui se passe, mais bon, voilà, tout va bien, l'énergie est là et c'est le principal. Et pour toi? Pareil, ça va, l'énergie est là, c'est bon. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour une interview autour de la thématique de l'intelligence collective. Et donc Olivier donc fait partie de mon réseau et tu es une personne vraiment que j'apprécie beaucoup. On a des valeurs quand même communes et c'est ça aussi qui a fait que j'ai trouvé intéressant de pouvoir te demander, et tu nous fais le plaisir d'être là aujourd'hui, de partager ton expérience autour de cette thématique de l'intelligence collective. Donc, merci déjà pour ça. Merci de ta présence. Et comme pour chaque interview, je souhaiterais que tu te présentes, pas forcément civilement, mais tu te présentes déjà à travers tes valeurs. Bon, en général, les personnes en fait se présentent autour de trois valeurs, mais après ça, c'est toi qui vois. Quelles sont tes valeurs aujourd'hui euh, et peux-tu nous les expliquer et expliquer surtout l'histoire de ces valeurs? Alors, la première pour moi et la plus importante de tout, c'est l'humanité. L'humanité, c'est ce qui guide ma vie. Je pense qu'on est tous sur Terre pour quelque chose. Je pense que on est tous là aussi pour s'entraider les uns et les autres à grandir. Donc, cette valeur-là, pour moi, est fondamentale, l'humain. Ensuite, il y en a une seconde qui est liée à mon métier aussi, c'est l'efficacité. C'est-à-dire quand je fais quelque chose avec des gens, ce que je souhaite, c'est que ça soit efficace, ça serve à quelque chose. J'aime pas, j'aime pas si ça sert à rien, ça m'intéresse pas. Et puis la troisième que je citerai là, importante aussi pour moi, c'est la vérité. C'est-à-dire si on veut être efficace, il faut travailler en vérité, c'est-à-dire sur le réel, pas sur les illusions, pas sur ça serait bien si c'était comme ça, pas sur mes fantasmes, mais sur vraiment les faits. Hein, les faits, les choses concrètes, et toujours remonter aux faits quand on parle avec les gens, en particulier quand on les coach. Et en particulier au niveau de l'intelligence collective, justement, c'est quelque chose de très important parce que l'intelligence collective ne peut se développer que si il y a de la vérité dans les échanges entre les gens. Si tout le monde se cache, si on est dans la langue de bois, il n'y aura pas d'intelligence collective. D'accord. Et donc, par rapport à la vérité, tu parles de la vérité de chacun ou d'une vérité objective? Alors, déjà, la vérité de chacun, c'est pas mal. Bien sûr, l'idéal, c'est la vérité objective, mais ce que je veux dire par là, c'est essayer de remonter sur des faits principalement, parce que le concret, voilà, le concret en général C'est pour ça est que je pas trop te… loin de la vérité. Hein, Voilà, quand on est dans le concret, on n'est pas trop loin de la vérité. Par contre, quand on part dans des grandes théories ou dans des, là, on part, ok, ça peut être intéressant, mais c'est pas mon truc, ça. donc humanité, efficacité, et puis on va dire Vérité. voilà, recherche de la vérité, enfin plutôt vérité. Et pourquoi je te pose la Oui, question de la oui, tu as vérité raison. objective ou Je pas? comprends ta remarque. Hein. Oui, Voilà. oui, c'est ça. Je comprends ta remarque. J'ai pas la prétention de tenir la vérité objective. C'est pas du tout ça. Hein. Oui, non, 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 mais C'est que plus je c'est ce peux que m'en tu… rapprocher avec les autres, et plus, voilà, et plus les autres peuvent s'en rapprocher, plus on va être efficace. Et plus on va aider justement l'humanité à se développer. Super. Donc toujours se raccrocher aux faits et essayer de trouver la vérité de chacun. Parce que tu Voilà. parlais de faits, donc forcément les faits, c'est coller à l'objectivité en fait des choses Hmm. ou essayer de le faire. Par exemple, si un client me dit ça va mal, je vais lui demander des chiffres. Le ça va mal, ça me convient pas. Il me faut des Ouais, il te faut. chiffres sur les différents. Voilà. Et là, je peux comprendre un peu mieux. Et ça, c'est ce que j'essaye de faire passer dans les groupes aussi, pour que les gens travaillent sur des faits, voilà, pas sur des impressions. Ouais, des impressions ou justement des pensées. C'est ça, des Voilà, des pensées ou… pensées. Voilà. Ok, très bien. Et donc, bah, écoute, maintenant qu'on connaît tes valeurs, on va essayer de te connaître, de connaître ton statut. Qui est Olivier civilement? J'ai une formation d'ingénieur.
en mécanique des fluides, ce qui des fois a du lien d'ailleurs avec les comportements humains. Mais moi, je voulais pas être ingénieur, je voulais être psychiatre ou psychologue. Donc, j'ai travaillé 6 ans dans le groupe Total comme ingénieur. Et puis, j'ai démissionné pour monter ma propre entreprise. Et là, je me suis formé comme master PNL, comme psychothérapeute. Et j'ai créé une entreprise qui faisait de la formation de manager et du coaching. Et voilà. Et donc, cette société, je l'ai arrêtée en 2012. Et depuis, je suis indépendant. Et j'accompagne les dirigeants et les équipes dirigeantes dans leur vie de tous les jours, et en particulier pour les aider à progresser et à être efficaces. D'accord. C'est bon pour moi. Alors, aujourd'hui, nous allons justement parler de l'intelligence collective et, je vais te demander comment tu pourrais présenter cette thématique à travers ce que tu proposes aujourd'hui, puisque aujourd'hui, tu accompagnes des personnes et j'aimerais que tu dises en quoi l'intelligence collective, quelle est la place de l'intelligence collective dans justement ce que tu fais aujourd'hui, dans tes accompagnements. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu pourrais présenter ça? Je sais que tu as une méthode justement aujourd'hui pour accompagner les personnes. Est-ce que tu peux justement présenter l'intelligence collective à travers cette méthode? D'accord. Alors, la première chose, c'est que je travaille en individuel ou avec un codir. Ah, ça a coupé. Ah, attends. Voilà, j'ai repris, vas-y. Que je travaille avec un dirigeant ou avec un codir, la première chose pour moi, c'est toujours de partir des objectifs. Si un groupe ne sait pas où il va, ça ne peut pas fonctionner. Il y a la fameuse phrase qui dit que celui qui ne sait pas où il va a toutes les chances d'arriver ailleurs. Alors c'est un peu paradoxal, mais j'aime bien cette phrase parce qu'elle illustre bien a toutes les chances d'arriver ailleurs. D'accord. C'est-à-dire dans le flou, on va en arriver nulle part si on ne se donne pas un objectif. Donc ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, c'est d'établir des liens humains. Ça, c'est les deux points. Donc là, effectivement, on reparle de valeurs aussi parce que c'est plus facile d'établir des liens quand on a des valeurs communes que quand on a des valeurs qui ne s'accordent pas. Voilà. Et puis le troisième point pour moi, après, qui est important au niveau de l'intelligence collective, c'est à partir des deux premiers points, c'est-à-dire de l'objectif et des valeurs, et on reparlera de ça certainement en détail au cours de l'entretien, c'est d'installer de la bienveillance, c'est-à-dire du respect de l'autre, c'est-à-dire le souhait d'aider l'autre aussi à grandir et d'accepter que l'autre nous aide à grandir. Ce qui n'est pas forcément le plus facile. Comment tu peux justement, on va commencer déjà par la première étape, comment tu peux présenter justement cette méthode et cette première étape de clarification à travers justement la thématique d'intelligence collective? Déjà, peut-être l'expliquer, expliquer cette méthode déjà. L'objectif de la méthode CAC, c'est d'aider les entreprises à bien fonctionner. Et pour qu'une entreprise fonctionne bien, aujourd'hui en particulier, il faut de l'intelligence collective. Donc, les 3 étapes de la méthode CAC, c'est quoi? Première étape, c'est de clarifier. Et je m'aperçois que dans beaucoup d'entreprises, le chef d'entreprise n'a pas clarifié ni la raison d'être, ni la mission de l'entreprise, ni les valeurs, et ni la vision. Des fois, la vision, il y en a une, mais elle n'est pas partagée. Parce que clarifier, bien sûr, ça veut dire déjà le faire clair pour soi, mais en tant que chef d'entreprise, mais c'est aussi le partager, le faire comprendre à toutes ses équipes. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le socle de tout. C'est que le grand objectif commun de l'entreprise, les valeurs et la vision à 3 ans doit être clair, compréhensible, atteignable et partagé. Ensuite, ce qu'il faut, c'est aider chacun des membres de l'entreprise, chacun des collaborateurs, à prendre sa place dans ce cadre. Puisqu'en fait, quand on clarifie la raison d'être, les valeurs et la vision, on pose un cadre. Donc ensuite, il faut aider chacun des collaborateurs à rentrer dans le cadre. Comment faire pour rentrer dans le cadre?
il faut les associer. Et là, pour les associer, c'est plus le chef d'entreprise ou le codir qui dit voilà le cadre, c'est chacun qui va définir en fonction du cadre et en fonction de la fonction qu'il a dans l'entreprise, comment il va prendre sa place dans ce cadre, comment il va travailler dans ce cadre, qu'est-ce qu'il va faire pour qu'effectivement on avance vers la vision en respectant les valeurs et qu'on avance aussi vers le grand objectif commun, vers la raison d'être. C'est à chacun de définir ça. C'est pas, et éventuellement, ça peut amener même des gens à changer de poste. Ça. L'exemple que je donne souvent dans mes conférences, c'est imaginons un anti-nucléaire qui habite dans un village près d'une centrale et qui est obligé de travailler dans une centrale nucléaire. Ouais, totalement. C'est évident qu'il ne pourra jamais donner le meilleur de lui-même. Il ne pourra pas être heureux dans ce contexte-là. Il ne pourra pas se développer. Ça ne peut pas bien marcher, ça. Et le problème dans beaucoup d'entreprises, c'est comme le grand objectif n'est pas bien défini et comme souvent on cherche plus des compétences que des valeurs quand on embauche un collaborateur. On ne se préoccupe pas trop de savoir si l'objectif de l'entreprise l'intéresse. On veut un ouvrier, bon, ce qu'il faut, c'est qu'il sache tourner, voilà, mais on ne se préoccupe pas de ce qui l'intéresse dans la vie. Et je pense qu'on est, pour vraiment être bon, pour vraiment faire du bon travail, il faut être en phase avec le cadre de travail dans lequel on est. C'est une vieille, malheureusement, une vieille habitude. Je me souviens quand je travaillais chez Total, il y avait une fois, c'était le début de l'informatique, à un moment, il n'y avait encore pas beaucoup d'informatique, et il y a eu un projet informatique à monter, et le président a dit non, on ne va pas donner ce projet à un tel, parce que lui, il adore l'informatique, ça l'amuse. On n'est pas là pour s'amuser. Et ça m'a paru tellement stupide de ne pas mettre la personne qui manifestement était la meilleure pour faire ça. Voilà, donc ça, c'est des choses qui me paraissent vraiment importantes. C'est la confrontation de valeurs, en fait. Tu es en train de m'expliquer qu'il y a une confrontation de valeurs, donc c'est bénéfique au final aussi. Donc, même si forcément, quand il y a une confrontation de valeurs, la personne en face paraît stupide parce que ça paraît tellement diamétralement opposé à ce qu'on pense qu'on n'a tellement pas le même logiciel de pensée que, en effet, on va considérer l'autre comme stupide. Mais peut-être que… En tout cas, voilà. En termes d'intelligence collective, pour moi, si on Ah oui, alors là, complètement. C'est stupide. C'est stupide. Oui. Si ça… Ah oui, dans ce sens-là, en effet. Et justement, quel est le rôle de cette clarification et surtout comment mettre en place, l'intégrer par rapport à l'intelligence collective? Comment tu peux partager au mieux une vision quelque part qui est partagée par une personne? Imagine, parce que cette vision, elle n'est pas construite collectivement à travers ton explication. C'est quand même des dirigeants ou un petit collectif de dirigeants qui va essayer de clarifier cette vision et ensuite qui va essayer de partager dans toute l'entreprise. C'est bien ça, hein. Arrête-moi si je dis une bêtise. Alors, quelle est la difficulté justement qu'une vision en fait qui parte d'un petit groupe ou même d'une personne puisse être bien partagée? Alors, d'abord, je pense que une des qualités principales du dirigeant et des dirigeants, c'est la souplesse, l'adaptabilité. Il s'agit aussi de s'adapter à son entreprise. Alors, il y a deux cas. Soit on crée une entreprise, c'est le cas d'une start-up, et dans ce cas, c'est relativement facile si on embauche les gens au fur et à mesure en fonction du cadre qu'on a fixé. Maintenant, si on a une entreprise de 100 personnes et qu'on commence à travailler là-dessus, il faut quand même une certaine souplesse. On ne va pas pouvoir imposer un cadre du jour au lendemain à tout le monde, sachant qu'il y a effectivement peut-être des gens qui ne seront pas du tout d'accord. C'est un des problèmes, on en avait parlé tous les deux déjà, c'est un des problèmes par exemple dans les entreprises libérées, qui pour certains aujourd'hui apparaissent comme des sectes, parce qu'effectivement, eux ont bien clarifié en général la raison d'être, les valeurs et la vision. Mais quand il y a des gens qui n'arrivent pas à rentrer dans ce cadre, ils se débrouillent pour les licencier. D'où ce soupçon de sectarisme qui peut leur tomber dessus. Alors justement, des deux côtés.
est-ce que pour l'audience qui nous écoute, tu pourrais redéfinir ce qu'est une entreprise libérée? Vaste. Alors, Vaste sujet. une entreprise libérée. euh, alors, je vais vous donner quelques citations qui me paraissent intéressantes là-dessus. Il y en a une que je trouve intéressante pour définir ça, c'est celui qui a le ballon qui décide. C'est-à-dire que chacun à son niveau, en fonction de, bien sûr, sa tâche et sa place dans l'entreprise, a plein pouvoir pour décider de ce qu'il doit faire pour que ça marche en fonction, bien sûr, du cadre. Tout ça se passe, bien sûr, dans un cadre. S'il n'y a pas de cadre, ça ne peut pas marcher. Il faut un cadre précis. Voilà. Alors, l'autre exemple que je peux donner, c'est celui d'un dirigeant qui au cours de la guerre de 40, avait vu des policiers français emmener des juifs dans les camps de concentration en disant moi, j'y peux rien, c'est les ordres. Et comme ça l'a beaucoup marqué parce qu'il a vu des membres de sa famille emportés. Et il a créé une entreprise en disant je ne veux pas qu'il y ait une personne dans l'entreprise qui me dise j'ai fait ça parce qu'on m'a dit de le faire. Donc il voulait que chacun à son niveau décide. Voilà, pour moi c'est ça principalement l'entreprise libérée, c'est qu'il y a effectivement souvent une équipe qu'on va qualifier de dirigeante, mais qui est plus là pour maintenir le cadre que pour donner des directives. L'entreprise libérée dont je parlais, là, le dernier dirigeant, par exemple, il fait des installations de chauffage. Eh bien, c'est les gens de terrain qui décident du marketing, qui décident des nouveaux produits, qui décident de tout ça. D'accord. Donc, en fait, C'est eux qui une savent. sorte de décentralisation, en fait, quelque C'est une part, décentralisation absolue, c'est ça. absolue. Et la hiérarchie, justement, n'existe qu'à travers, enfin, n'existe plus, mais il reste un cadre, en fait. Il Voilà. reste un cadre. OK. Alors, justement, par rapport à cette première partie de clarification de vision, de raison d'être et de valeur, est-ce que tu pourrais justement, puisqu'on a parlé de valeur dès le début de cette interview, est-ce que tu peux rappeler en fait justement ta définition de la valeur ou des valeurs, parce que ça va être central justement. Avant même de partager cette vision ou cette raison d'être ou ces valeurs, il va falloir justement être clair avec elles. Et pour être clair avec elles, il faut bien sûr en avoir une définition précise. Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition de la valeur ou des Alors, ma valeurs? définition de la valeur, c'est la suivante. Alors, je sais qu'il y en a plein. Hein. Ah ouais. Je les respecte toutes, mais en général, on va tous dans le même sens. La valeur, c'est qu'est-ce qui est important pour moi? C'est qu'est-ce que je définis comme étant ce qui est bien, ce qu'il faut faire, et qu'est-ce que je définis comme étant ce qui est mal, ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça que les valeurs donnent un cadre, en fait. Hein. En effet. Un règlement intérieur, il doit être basé sur des valeurs. C'est les valeurs qui définissent non pas l'objectif, mais la façon dont on va atteindre l'objectif. En ayant les bons comportements, ceux qui sont les comportements de l'entreprise. Et c'est différent en fonction des entreprises. Est-ce que cette définition te convient? Ah oui, ça rejoint un peu, de toute façon, voilà, la littérature sur les valeurs. Moi, j'ai un auteur de prédilection sur ça, c'est Shalom Schwartz, qui définit comme toi, en fait, ces valeurs, qui les classifie d'ailleurs aussi. Mais bon, après, en effet, c'est la meilleure des définitions parce que souvent, quand on parle de valeur, comme c'est une notion abstraite, on n'arrive pas à l'intégrer forcément dans nos actions. Et à partir du moment où on intègre cette notion à travers la relation qu'on a avec les autres, et surtout euh, euh, quand on se concentre sur le plus important, c'est-à-dire ce qui est important pour soi, et en effet, et quand on le partage, ben, ça devient plus simple. Parce que bon, qu'est-ce qui est important pour moi de façon, on va dire, isolée, c'est sûr que ça va être plus compliqué pour les personnes. Moi, je le sais à travers les accompagnements que je peux faire. C'est très difficile pour les personnes de définir leurs propres valeurs s'ils gardent cette réflexion en fait de façon un petit peu isolée. Par contre,
quand on les engage, quand on engage cette notion dans une relation potentielle avec d'autres personnes, c'est beaucoup plus simple. Qu'est-ce qui est important pour moi que je peux apporter aux autres? Ça, c'est quelque chose qui peut aider des personnes à trouver ces valeurs. De toute façon, la valeur, c'est ça, c'est quelles sont les valeurs que l'on porte et quelle est notre valeur ajoutée par rapport au monde, à notre environnement, en fait. Donc, tu l'as très bien défini, en effet. Maintenant, tu as parlé de croyance aussi ou pas? Parce que, il y a un aspect aussi qui est lié aux croyances par rapport aux valeurs, enfin, par rapport à la définition, en tout cas, Oui, bien dessinée sûr. par Shalom Schwartz. Alors là, on va changer de niveau logique, si j'ose Ouais, dire. justement. Parce que quand on parle de croyance, on va parler de culture, en fait. Voilà. Parce que ça peut être des Et valeurs aussi bien sûr, qu'on a récupérées. et c'est vrai que les valeurs sont des croyances. Hein, je pense que c'est l'humanité, pour moi, c'est une valeur importante, mais c'est parce que je crois que c'est une valeur importante. Je crois qu'il faut défendre l'humain. On a vu des régimes où l'humain n'a pas d'importance. C'est une autre croyance. Alors bien sûr, pour moi, c'est l'horreur, Ah, ouais, c'est mais, sûr. il faut bien voir que ces histoires de culture, c'est compliqué. Il y a un exemple que j'aime bien, par exemple, il y a eu des sociétés primitives où le cannibalisme était quelque chose de bien. Et manger de l'humain, c'était bien. C'était une valeur. Pour nous, c'est une horreur. Mais pour eux, c'était bien. Peut-être que demain, ça sera Quelque la même chose part, avec les animaux, d'ailleurs. peut- peut-être, peut-être aussi. Hein, mais voilà. Alors après, bien sûr, dans la vie de tous les jours, on a besoin de jugement. Mais je pense qu'il y a un moment aussi où on peut essayer de s'extraire des jugements et de voir les choses simplement comme elles sont. Voilà, et une culture, c'est une culture. Bon, c'est pas celle qu'on aime, mais elle existe et il faut la respecter. D'accord, donc il y a une part d'acceptation aussi. Et donc, le fait d'accepter des croyances, ben, ça devient des valeurs pour toi, c'est ça. Une croyance qui est acceptée quelque part devient une valeur Alors, alors là, ou on pas? parle aussi, c'est autre chose. Alors là, on part sur un autre sujet. On parle Oui, mais tu sais, c'est un de sujet. respect. Ah oui, totalement. Ouais, mais c'est un sujet en fait qui est souvent en fait amené durant les discussions que je peux avoir moi. Quand on Mhm. essaie de définir justement, parce que c'est important aussi quand on fait le bilan. Moi, je fais des bilans entrepreneuriaux avec les personnes que j'accompagne avant même qu'ils se lancent. Ils ont besoin aussi de cartographier en fait leurs propositions de valeur. Et quand on a ces discussions, souvent la question c'est et la difficulté et les objections sont, oui, mais tu me parles de valeurs, mais est-ce que ce sont des valeurs en fait justement que j'ai acquises sur le chemin? Est-ce que c'est des valeurs que j'ai profondément? Est-ce que c'est des croyances justement que j'ai pu récupérer de mon entourage, de mes parents, de ma famille, de mes amis, etc., etc. Et c'est important aussi de se dire, bon, voilà, est-ce que euh, qu'est-ce que je fais des croyances en fait que j'ai acceptées Mhm. et qui sont devenues des valeurs? Et est-ce que je dois justement m'en débarrasser? Est-ce que je dois les accepter complètement et les assumer? Qu'est-ce qui va faire la différence justement? Qu'est-ce qui va nous permettre de faire ce choix? Selon toi? Selon moi, euh, c'est important d'accepter ses propres valeurs, bien sûr, et de ne pas se marcher dessus. Mais en même temps, c'est important aussi de temps en temps d'être capable de prendre un peu de hauteur et de les regarder avec de la distance. Et bien voir que Exactement. effectivement, c'est mes valeurs. Voilà, c'est tout. Et quand on parle justement d'intelligence collective, je pense qu'effectivement, une équipe où il y a de l'intelligence collective ou une entreprise où il y a de l'intelligence collective, c'est important qu'il y ait un cadre avec un objectif, des valeurs communes et une vision, mais c'est important aussi d'être capable d'accepter que les autres aient des valeurs différentes. Parfait. Par exemple, la religion. Hein, je veux dire, ça fait partie des croyances et des valeurs qui normalement, n'ont pas d'importance dans l'entreprise. Qu'on soit athée, chrétien, musulman, juif, ce qu'on veut, je veux dire, c'est une base de travail ensemble. En effet. Hein, si on ne respecte pas ça, l'intelligence collective aura beaucoup de mal à se mettre en place. Ou alors, il faudra faire des équipes euh, très monocroyances. Exactement. Et je pense qu'on y perdra beaucoup en termes de diversité des apports, parce que c'est ça aussi l'intelligence collective, c'est de confronter des
des compétences et des croyances et des visions différentes. Justement, par rapport au fait que maintenant qu'on a défini les valeurs, quelles sont les interconnexions entre valeurs, vision, raison d'être? Parce que il y a des choses, c'est comme si on faisait des cercles en fait qui se croisent quelque part, parce que raison d'être, dans la raison d'être, il y a forcément un ensemble de valeurs. Il y a, il y a forcément la raison d'être va forcément définir une vision, etc., etc. Quelles sont, selon toi, les interconnexions entre ces trois aspects-là qui sont essentiels pour la clarification, justement, pour cette partie? Parce que, voilà, si on les comprend, on va pouvoir forcément mieux les partager. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont ces interconnexions entre raison d'être, valeur et vision? Alors, euh, pour moi, la raison d'être, alors bien sûr, on peut retrouver dans la raison d'être des traces de valeur, bien sûr, mais pour moi, la raison d'être, c'est pas des valeurs, c'est un grand objectif commun. C'est qu'est-ce qu'on apporte de plus dans le monde. Alors bien sûr, dans ce que j'ai envie d'apporter dans le plus dans le monde, on va avoir un reflet de mes valeurs, mais c'est différent pour moi. C'est vraiment un objectif, c'est quelque chose de concret. Mais en même temps, le grand objectif commun, c'est un objectif qu'on n'atteindra peut-être jamais. Hein. Moi, si par exemple, mon objectif commun, c'est de rendre les entreprises heureuses, bon, je ne suis pas sûr qu'à ma mort, toutes les entreprises seront C'est heureuses. sûr. Hein, Ah, voilà. l'idéalisme. Voilà. Oui, mais dans le grand objectif commun, il y a une part d'idéalisme. C'est Ouais. vrai. Les valeurs, c'est autre chose. Les valeurs, c'est qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal pour atteindre cet objectif. Ça, c'est vraiment un cadre comportemental. Hein, Mhm. comment dire, le grand objectif commun, la raison d'être, c'est quelque chose qui, c'est l'étoile du berger, si on veut. Voilà, Hein. d'accord, super. Les valeurs, c'est comment je fais pour y arriver. Et puis, le troisième élément, la vision. Alors, la vision a bien sûr un rapport avec le grand objectif commun et les valeurs, mais la vision, elle définit sur 3 ans. Qu'est-ce que je fais pour m'approcher le plus possible et de façon très concrète C'est cette la, fois-ci, c'est la hein, pour m'approcher. planification, en fait. C'est Que la tu es en train de planification et c'est le chemin, mais le chemin concret. Là, c'est plus l'étoile du berger. C'est voilà, concrètement, en termes matériellement. Voilà, bah, concrètement. matériellement, financièrement, humainement, comment je fais pour, D'accord. dans les 3 ans qui viennent, Super. m'approcher le plus possible du grand objectif commun et en respectant bien sûr mes valeurs. En gros, tu es en train de me dire, voilà, il faut déjà avoir une raison d'être au départ. Ensuite, il faut tracer un chemin et il faut se comporter sur le chemin d'une certaine manière cohérente, d'une manière cohérente avec justement Avec les valeurs. les valeurs. Voilà. Donc, voilà comment on peut résumer les choses. Et donc, euh, tout cela, il faut le partager justement, parce qu'on est sur la thématique de l'intelligence collective. Il faut le partager justement. Il faut partager ce chemin, il faut partager cette vision. Donc, il faut partager en fait un ensemble de comportements quelque part. Et il faut partager aussi quelque part une étoile du berger. Comment on peut… Alors, je sais qu'il y a des prophètes qui ont réussi à le faire. Je ne suis pas un Voilà. prophète. Nul n'est prophète en son pays. Alors, justement, comment faire justement, pour mener des personnes vers ce schéma? Alors, Alors, on va arriver du coup, on arrive vraiment, alors tu me dis si c'est ça, on arrive vraiment à la deuxième étape, alors, quelque part, à l'association, c'est ça. Voilà. voilà, si tu veux, pour arriver à cette deuxième étape, il faut déjà avoir parfaitement clarifié la première. Et quand je Voilà. dis clarifié, ça veut dire l'avoir écrit, avoir tout D'accord. écrit, hein, et puis l'avoir partagé peut-être avec son codir, l'avoir testé, y passer du temps. Hein, et le mieux, c'est de se faire accompagner quand même pour ça, parce Oui, que donc, c'est pas évident on de en parlera clarifier tout ça. justement dans la troisième partie, mais Voilà. ouais. Mais une fois que c'est parfaitement clair, il faut donc cette fois-ci associer les gens. Donc il faut partager avec eux, leur expliquer. Et quand je dis leur expliquer, c'est expliquer, réexpliquer, réexpliquer et réexpliquer encore. Hein, parce que souvent, les gens ont besoin si c'est Mhm. nouveau, qu'on leur parle plusieurs fois. Et après, il faut les faire travailler sur comment eux vont concrètement mettre ça en œuvre dans leur travail de Alors, tous les travail. jours. Hein. Par exemple, un travail que j'aime bien faire aux gens, c'est quand on a défini, par exemple, les valeurs et le grand objectif commun, c'est de les faire travailler sur définir
3 choses que je vais faire concrètement dans mon travail de tous les jours pour aller vers la vision en respectant les valeurs. Seulement 3 ou 4, et puis de le partager entre eux pour voir un peu et pour aider les gens à se mettre sur le chemin, en fait, tout simplement. D'accord. Donc, en fait, tu, tu les aides à matérialiser justement ce schéma à travers des exercices et surtout par écrit, c'est ça. Est-ce que tu verbalises justement aussi? Parce que peut-être que souvent, en fait, le problème, c'est l'acception en fait, qu'on a des mots et des fois, les mots ne veulent pas dire les mêmes choses selon les personnes. Comment tu règles ce problème-là en fait? Pendant Alors, justement le… ça me paraît important de faire écrire parce que l'écrit est important pour la mémorisation et aussi pour, comment te dire, pour l'individualisation, parce que quand c'est oral, souvent, le truc le plus simple, c'est de reprendre l'idée de l'autre, et comme ça, moi, je suis tranquille, je n'ai pas besoin Oui, de voilà. réfléchir. Donc, c'est important de faire travailler les gens par écrit pour qu'ils soient obligés de réfléchir dessus. Tu peux me rappeler la suite de la question? Parce que Alors, en fait, la je suis suite de la question, parti. c'est savoir comment justement faire passer le message à travers des mots Ah oui, ou comment concentrer en fait justement cette clarification ou peut-être comment écrire cette clarification concrètement parce qu'on sait très bien que les mots ont des acceptions différentes selon les personnes. Comment tu arrives en fait à te sortir de là, à te sortir du fait que ben, certains mots peuvent être interprétés de différentes manières. Comment les rendre plus objectifs afin justement de permettre cette clarification de vision. alors, les mots pour moi n'ont pas d'importance en fait. La seule chose D'accord, qui compte, c'est les comportements. très C'est ça bien, l'important. C'est le comportement qui c'est me important de définit le dire. vraiment ce que la personne fait. Et ce que je veux ajouter par rapport à ça, c'est que ce qui va permettre l'association, vraiment, ce qui va permettre aux gens de rentrer dans le système, c'est deux autres choses dont on n'a pas parlé encore beaucoup, qui sont la bienveillance et le droit à l'erreur. Euh, c'est souvent difficile pour un dirigeant quand il confie une mission à quelqu'un, de voir que la personne va mener à bien cette mission d'une façon totalement différente de ce que lui a imaginé. Et souvent, il va avoir tendance à vouloir remettre la personne dans son propre système de fonctionnement. Et ça, c'est une erreur, parce que la personne, elle fonctionne certainement très bien dans son système à elle, mais elle aura beaucoup de mal à fonctionner dans le système du dirigeant. Donc, un des points importants au niveau de l'association, c'est d'accepter que les gens fonctionnent d'une façon totalement différente de ce qu'on avait imaginé. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut jamais, jamais, jamais corriger si on voit que ça va dans le mur, vraiment. Mais en tout cas, il faut laisser beaucoup de liberté aux gens pour que vraiment ils prennent leur place dans le cadre. Et c'est là qu'ils vont être le plus intelligents et le plus efficaces et le plus créatifs, bien sûr. Tu leur laisses un espace, Voilà, tout à j'adore, fait. voilà. Tu crées un espace en fait collectif quelque part, un espace Oui. de jeu collectif, créatif plutôt, Chacun prend collectif. sa place. Voilà, chacun prend sa place et puis après, tu essaies justement de définir un cadre qui pourrait convenir, un espace de jeu collectif qui pourrait convenir à tous grâce à la clarification Mm. et au fait que tu récoltes toutes ces informations très utiles. Mm. Alors, comment associer justement tout cela une fois que tout est écrit, tout est dit, tout est cadré? Comment justement faire partager cela à l'ensemble des personnes. Comment tu arrives à trouver avec eux, bien sûr, avec les dirigeants et puis avec les équipes à qui va être partagée justement cette vision, cette raison d'être et ces valeurs. Comment tu vas faire en sorte de trouver un consensus, enfin, si j'ose dire, même si c'est pas je sais que c'est pas le bon terme, mais essayer de trouver en fait une acceptation de cela dans le groupe. Il faut euh, sachant Alors, que tu as dit que c'était pas vraiment le fait d'imposer quelque part une vision, c'est le fait de partager. Donc, comment tu fais justement pour partager cela? d'abord, il ne faut pas être dans l'absolu. C'est Ouais. évident que c'est l'humain, donc ce n'est pas de l'absolu. S'il faut, c'est tracer un chemin. Et l'idée, c'est par exemple, si on travaille avec un président ou un PDG, c'est de clarifier avec lui, ensuite de travailler avec le CODIR,
Donc, dans le CODIR, on aura le directeur commercial, le directeur marketing, le directeur de production, etc., etc. De travailler avec chacun d'entre eux pour qu'ils s'approprient ça et qu'éventuellement ils l'aménagent, parce qu'il s'agit encore une fois d'être relativement souple là-dedans. Et puis ensuite, chacun dans leurs équipes, de faire travailler leurs équipes sur le même thème, c'est-à-dire quel comportement mon équipe va adopter pour aller vers le grand objectif commun, respecter les valeurs, respecter la vision. Et ça sera différent en fonction des différents services. Ça ne sera pas la même chose dans les services administratifs ou dans les services de production. C'est évident que les comportements qui seront demandés seront différents, mais le gros intérêt, c'est qu'ils iront tous dans le même sens, normalement, ou à peu près dans le même sens. Alors Ça, c'est quelque justement, chose qui paraît important. Et l'autre point important aussi pour que ça puisse se diffuser facilement, c'est cette phrase que j'aime beaucoup, c'est faites de l'enjeu un jeu. C'est-à-dire, plus on va se sortir des objectifs chiffrés et de la pression, plus on va transformer ça en un jeu bienveillant entre les gens, encore une fois, d'accord. Donc plus ça voilà. va fonctionner facilement. S'il y a effectivement de l'autoritarisme, s'il y a des sanctions, s'il y a des choses dures, il y a peu de chances que les gens adhèrent. Ils vont peut-être dire oui pour être tranquilles, mais ils ne vont pas adhérer vraiment. Par contre, si effectivement c'est présenté comme c'est super si on fait ça, c'est comme un jeu, on s'aperçoit qu'à ce moment-là, les gens sont beaucoup plus engagés dans la réussite de l'entreprise. D'accord. Donc, par rapport à l'intelligence collective, alors tu sais que l'intelligence collective, c'est aussi le fait d'utiliser la créativité de chacun pour échanger et avoir des points de vue différents sur des thématiques communes. Donc là, on va parler de réflexion autour d'une vision. Quel est justement, quelle est la, la prise que peut avoir en fait le groupe sur cette vision, sur ces valeurs, sur cette raison d'être? Parce que euh, une fois que cette vision est partagée, comment justement utiliser l'intelligence collective en fait de l'entreprise pour enrichir justement cette vision, ces valeurs, cette raison d'être. Le but, c'est ça aussi de l'intelligence collective, c'est de trouver en fait justement une intelligence parmi euh, toutes les, tous les membres du groupe. Comment comment à travers tes expériences, tu as vécu ça? Comment est remonté? Parce que quelque part, la vision, comme tu l'as dit, elle est partagée. Mais l'importance de l'intelligence collective, c'est de savoir comment tu remontes justement les retours sur cette vision, comment tu remontes l'intelligence en fait du groupe pour remettre en cause quelque part la vision de départ. Comment ça fonctionne justement? Comment fonctionne cela? Si tu veux, moi, je pense que l'élément important, c'est de travailler sous forme de groupe projet. D'accord, Je prends par exemple l'exemple d'un codir. Euh, Soit un codir va travailler avec chacun des membres qui viennent là pour défendre leur précaré et pour obtenir le maximum d'avantages pour leur propre service, soit ils vont travailler en intelligence collective. C'est-à-dire comment est-ce que ce que je fais peut influencer favorablement ce que l'autre fait, etc. etc. C'est ça qui va développer l'intelligence collective. Et ça doit partir du sommet, ça, parce que si effectivement l'exemple donné au sommet est un exemple autoritariste et ça ne va jamais se développer dans les équipes, c'est clair. En Par gros, tu contre, es en train de me dire il faut un leadership de base. De toute façon, l'intelligence collective ne peut pas être efficace s'il n'y a pas quelque part un minimum de leadership. oui, 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 Ok. oui. Non, Oui, c'est important de le repréciser. mais si tu veux, il y a leadership et leadership. Il y a le leadership et Il faut un pardon, ça a leadership. coupé. Ouais, tu disais? Il y a différentes formes de leadership. Il y a des leaders qui sont très autoritaires et d'autres qui le sont D'accord, pas. ok, très bien. Et alors, j'ai pas, là aussi, j'ai pas de jugement de valeur. Je veux dire, c'est vrai que je pense qu'il y a des moments dans l'entreprise où il y a besoin de gens autoritaires parce que ça fonctionnera pas autrement. Mais en même temps, à chaque fois qu'on Puis le peut, besoin d'un plus on cadre va, surtout. et d'un cadre. Ouais. Mais à chaque fois qu'on le peut, plus on va arriver à libérer les gens, plus ils vont être créatifs et productifs. Il y a un excellent bouquin que je recommande à ce sujet, c'est La belle histoire des familles, que tu as peut-être Oui, lu, oui, hein, oui. On a qui montre échangé sur bien ce ça. processus. Hein. Quel auteur d'ailleurs?
L'auteur n'est pas cité, mais c'est Jean-François Zobrist, en fait. Il n'est pas cité sur le livre. Mais c'est Jean-François Zobrist, et je crois qu'on peut le trouver sur le site de Favi, F-A-V-I. D'accord, très bien. Bah, de toute façon, je partagerai les références. Et donc, par rapport justement à ce cadre, à cette vision qui est donnée par le leader ou les leaders d'ailleurs, tu parlais de CODIR tout à l'heure, donc c'est un ensemble de dirigeants qui vont parler. Le fait de créer ces groupes de travail va permettre justement quelque part la remise en cause qui est nécessaire selon toi pour l'enrichissement justement de cette vision, de cette vision-là, de ces valeurs, de cette raison d'être, ou pour toi c'est nécessaire justement de faire ces groupes pour intégrer la vision qui vient justement des leaders d'une entreprise ou des dirigeants. Qu'est-ce qui est important pour toi dans la nécessité de travailler en groupe? Je veux dire, si on veut de l'intelligence collective, il faut un groupe. Hein. Oui, On oui, peut mais pas. justement, est-ce que pour toi, justement, le fait de créer des groupes, a pour objectif d'enrichir en fait cette vision, ou est-ce que pour toi, le fait de créer des groupes va permettre justement de matérialiser en fait cette vision, ces valeurs, cette raison d'être? Parce que ça peut être les deux, hein. Ça peut être une remontée d'intelligence ou ça peut être tout simplement l'intelligence du terrain qui va parler et qui va permettre une matérialisation de cette vision. Tu vois, soit ça remonte, soit ça redescend. Et pour toi, quel intérêt de faire ces groupes? Est-ce que c'est justement, il y a les deux aspects ou selon toi, ce que tu as vécu à travers ton expérience, c'est plutôt, bon, on fait des groupes justement pour essayer de matérialiser cette vision et de la rendre beaucoup plus facile à faire et à mettre en place. Alors, si tu veux, c'est bien évident que je parlais tout à l'heure de l'adaptabilité des dirigeants. Mm. C'est bien évident qu'à partir du moment où, à partir d'idées, je dirais, très, très théoriques, hein, quand on parle du grand objectif commun, c'est quelque chose de loin, c'est les valeurs, c'est bon, ça peut être un peu. La vision, c'est déjà plus concret, mais à partir du moment où on va se mettre en route, on va vraiment travailler, c'est bien évident que le terrain, ce n'est pas une autoroute. Hein. Il y a des obstacles, il y a des imprévus, il y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et donc, la vision, même la vision en général, a du mal à se réaliser telle qu'elle est formulée au début. Exactement. Oui. Mm. On arrive souvent assez loin de la vision. Mais ça, c'est la vie. C'est la vie. Et peut-être que le grand objectif commun peut être remis en question. Hein, Voilà, c'est peut-être que ça les que je veux valeurs savoir. peuvent être remises en question. Ça peut Peut-être. remonter en fait. Ça Donc peut du coup, remonter ça, parce que voilà. la vie va bousculer tout ça. Hein. Plus c'est stable, plus ça sera facile à diriger, plus ça sera certainement productif. Quoique, des fois, pivoter peut être une excellente décision. Bah, Donc, ce que tu dis, c'est très intéressant parce que on a le mode, en fait, tu parlais d'entreprise libérée, mais on peut parler aussi du mode start-up, on peut parler d'entreprise en fait plus classique. Et en effet, cette intelligence collective va pas avoir la même, la même couleur, si j'ose dire, parce que il va y avoir plus de flexibilité dans les start-up. Forcément, l'intelligence collective fait partie du quotidien et c'est même l'ADN en fait de l'entreprise. Pour l'entreprise libérée, ben, ça va être vital parce que ça fait partie en fait du format même et des statuts en fait quelque part de ce style d'entreprise. Pour l'entreprise classique, ça va être beaucoup plus compliqué parce que il y a encore, alors quand je dis entreprise classique, c'est-à-dire les entreprises où la notion de hiérarchie de management est encore très présente et où le leadership commence à, je dis, ça commence à changer, où le leadership a du mal à se faire une place du fait même justement du statut de cette entreprise et de la forme de cette entreprise. Donc, selon toi, justement, comment mettre en place une intelligence collective efficace quel que soit en fait le type d'entreprise.
Est-ce que, selon toi, il y a une façon de faire, de toute façon, dans chaque contexte, ou est-ce qu'il y a une colonne vertébrale qui ne bouge pas, en fait, selon, quel que soit le type d'entreprise, en fait, dans laquelle on se trouve? Encore une fois, la colonne vertébrale, c'est la raison d'être, les valeurs et la vision. Ça, c'est la colonne vertébrale. Ça ne veut pas dire qu'elle est gravée dans le marbre et absolument rigide, mais ça veut dire que ce qui donne la structure, c'est ça. Et, Et après, autour de ça, l'intelligence collective peut se développer. Je pensais, là, en t'écoutant, la situation actuelle, quand on va recommencer à travailler vraiment, justement, ça va demander beaucoup d'intelligence collective. Et je pense que les dirigeants qui vont vouloir résoudre le problème tout seuls dans leur bureau isolé vont avoir beaucoup de mal. Parce que je pense que toute l'intelligence de l'entreprise doit être utilisée pour résoudre le d'utiliser. problème qui va se poser. Et moi, je m'aperçois d'une chose, aussi, je me suis aperçu d'une chose, c'est que l'intelligence, elle est partout dans une entreprise. Chaque être humain a sa forme d'intelligence et qu'un être humain, je veux dire, il travaille et il a du plaisir à travailler, d'autant plus que son intelligence est sollicitée. Plus on l'empêche de solliciter son intelligence, moins il va aimer son travail et moins il va s'impliquer dans son travail. En Ce qui nous fait, amuse, c'est c'est des d'utiliser notre contemplatives. intelligence. D'accord. Donc, tout le monde, du patron aux derniers employés, a besoin euh, et je dirais bénéficiaire lorsqu'on utilise l'intelligence collective. Ok, donc en fait, pour toi, selon toi, l'intelligence collective est même vitale parce que on a tous Oui. besoin en fait de créer, de trouver en fait une place, un Mm. espace. Alors là, tu me fais plaisir, c'est mon dada. Mon objectif de vie, c'est de créer un espace de jeu en fait pour les personnes un espace épanouissant. Donc, si on leur laisse pas cette place-là, forcément, ben, ils vont se sentir Ils vont hors, péricliter, ils vont voilà, déprimer, ils ne sont pas bien. voilà, hors jeu, quoi, si j'ose dire. Mm. Donc pourquoi je t'ai posé cette question-là? Parce que autant la clarification, la vision, la raison d'être et les valeurs, autant en effet, c'est sûr, ça reste une colonne vertébrale et ça peut rassurer hein, Oui. tout le monde qui nous écoute. Autant dans l'association, la deuxième partie, de ta méthode, autant là, ben, on peut trouver forcément des modes différents selon le type d'entreprise et on adapte. Et voilà. Donc, Bien c'est sûr, ça que bien sûr, je bien voulais sûr, voir avec toi, voilà, bien sûr. ta façon de voir les choses Oui. et surtout concrètement à travers ton expérience, comment tu as pu le mettre en place. Donc, en fait, dans la première partie est essentielle, c'est même C'est le socle. c'est le socle en fait de l'intelligence collective. Et la deuxième partie, elle est modulaire en fonction en fait du type d'entreprise dans laquelle on se trouve et surtout en fonction des intelligences. Donc, c'est-à-dire il n'y a pas une seule Et de entreprise qui l'environnement, ressemble. et de ce qui se passe dans l'environnement aussi. Voilà, et dans l'environnement aussi. Et tu l'as dit, tu l'as rappelé aussi par rapport au contexte Mm. aussi, savoir en fait se renouveler, quelles que soient les circonstances, et savoir utiliser l'intelligence collective à bon escient et pas forcément comme une culture en entreprise. Alors, je te parle de ça parce que je t'ai parlé de start-up. Des fois, justement, l'intelligence collective est tellement, en fait, fait partie tellement de l'ADN que des fois, il est utilisé pas forcément pour de bonnes raisons. Et on a besoin forcément, en fait, de faire jouer cette intelligence collective pour ne pas perdre, en fait, pour ne pas perdre euh, justement la génétique même de l'entreprise et sans être focus par rapport aux résultats que l'on souhaite. Des Mm. fois, des fois, moi, je l'ai vécu quand j'étais chef de projet, je l'ai vécu avec la fameuse méthode flexible. Alors, je me souviens plus, mince, de gestion de projet, qui est maintenant en fait plus ou moins utilisée en start-up. Tu vois, où les cycles sont courts, où voilà, on fait participer en fait tout le monde en fait à la réflexion, où on doit suivre en fait le projet de façon très itérative. Et cette notion de flexibilité, en fait, derrière cette notion de flexibilité, il y a aussi quelque part, moi je trouve, beaucoup de déperdition en termes d'intelligence parce que on fait beaucoup de choses pour la forme, en fait, quelque part.
c'est-à-dire qu'on va créer de l'intelligence collective parce que ça fait bien créer cette intelligence collective, parce que ça montre que on donne la parole à tous, mais au final, moi, je me suis retrouvé dans des situations où justement, il n'y avait aucun changement suite à ce type de management et de gestion. Et on faisait plaisir, en fait. La langue de bois, Voilà, en fait. voilà, La langue exactement. de bois, tout le monde dit c'est bien, mais C'est personne ne fait rien super. parce que ça motive personne. Et l'intelligence collective peut être justement on va dire, une excuse Hmm. pour, pour permettre Je aux, dirais même une aux escroquerie. managers de dire, voilà, une escroquerie, pour permettre aux managers de dire, ah ben, vous voyez, moi je fais parler mes équipes, elles sont partie prenante dans la prise de décision. Au final, on se rend compte que. Donc Mais voilà, c'était important de le ce dire. que tu dis là, je l'ai vécu il y a 2 jours quand j'avais au téléphone un dirigeant et qui voulait motiver son codir. Il avait des difficultés et il me dit, pourtant, j'ai fait un séminaire avec eux pour leur expliquer, pour qu'ils participent. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais finalement, ce qui a été approuvé à la fin du séminaire, c'est ce que eux avaient dit ou c'est ce que vous aviez en tête et que vous avez essayé de leur imposer? Une J'étais un sorte de peu… manipulation quelque part, oui. Tu es en Voilà. train de dire ça. Et c'était ça le cas, c'était ça le problème. C'était qu'effectivement, il s'est rendu compte que, ben oui, effectivement, j'ai essayé de leur faire passer mon idée. J'ai pas construit avec eux, j'ai juste essayé de passer mon idée. Donc en fait, là, on essaye de convaincre plus qu'on essaye Voilà. En disant que c'est de l'intelligence d'inspirer. collective. Ça n'en est pas. Voilà. Parce que quelque part, on n'est plus dans l'inspiration que l'on souhaite. C'est-à-dire, on souhaite inspirer quelque chose, un nouveau souffle. Là, on est plutôt dans la conviction que l'on souhaite imposer donc au reste du groupe. Et là, on rejoint un petit peu, alors sans être dans la caricature, on rejoint la différence entre leadership et management. En tout cas, alors, attention, hein, c'est pour ça que je dis caricature, parce que aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai, hein. Les managers aujourd'hui, justement, intègrent, en tout cas, le statut de manager intègre justement l'importance du leadership, mais il reste encore justement le côté que tu viens de souligner toi-même, le côté, bon, je vais utiliser l'outil leadership parce que voilà, c'est quelque chose qui me donne en fait, une autorité ou surtout une légitimité auprès de mon groupe et surtout auprès de ma hiérarchie. Imagine le manager qui partage le fait que ben, voilà, il crée justement des séances de brainstorming ou des groupes de travail dans ses équipes pour dire, tu vois, moi, je ne suis pas un manager autoritaire. Voilà, j'intègre en fait et je développe un leadership dans mes équipes. Et puis au final, on se retrouve avec des décisions qui sont imposées de toute façon Mais alors, et on va décevoir en fait, on va décevoir quelque part les équipes. la, Et la donc, difficulté, la ouais. difficulté avec ça, c'est que ça peut être fait en toute bonne foi. Ah oui, donc c'est ça, sans le Un savoir, oui. manager, en toute bonne foi, peut Inconsciemment, dire j'essaye de faire l'intelligence collective et ils n'ont rien inconsciemment. compris Oui, voilà. inconsciemment. Et donc, Ouais. ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, un manager, un dirigeant, quand il veut rentrer dans ce genre de processus, il a besoin d'avoir, comment dire, des contre-feux. Alors, tu vas dire, je prêche pour ma paroisse, mais il a besoin d'être accompagné avec quelqu'un qui va être Exactement. capable de lui dire, mais là, quand tu dis ça, est-ce que tu es parfaitement honnête avec toi-même? Tu vois, est-ce que vraiment c'est ce que tu fais entre ce que tu dis et ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Et Hein, là, on arrive à la troisième partie. Là, on arrive vraiment à l'accompagnement et au fait d'aider les personnes à changer aussi, tout à fait. à changer. Tout à fait. Alors, la troisième partie, qui est le coaching, il y a aussi un élément dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, mais qui est important, qui est la formation. C'est-à-dire que dans tous les cycles de changement, il est important de bien penser aussi à la formation des uns et des autres. Hein, et là, quand je parle de formation, je dirais de n'importe quel type de formation. Hein. Mais alors, effectivement, la troisième partie importante pour moi, c'est le coaching, qui effectivement peut inclure de la formation. Et le coaching, ça sert à quoi? Ça peut servir pour le dirigeant, bien sûr, et pour le codir, mais ça sert aussi pour les, 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 les collaborateurs qui ont des difficultés sur le changement. Parce que c'est pareil, euh, il y a une question d'honnêteté là-dedans. Est-ce que j'ai un collaborateur qui veut changer mais qui n'y arrive pas? Et là, je vais l'aider. Ou est-ce que j'ai un collaborateur qui ne veut pas changer? Et ça aussi, ça arrive. Hein.
Et là, c'est un petit peu plus Ah, compliqué. là, c'est Et plus pour ceux compliqué. qui veulent changer, qui n'y arrivent pas, le coaching, alors que ce soit un coaching, ce genre de coaching peut être fait par le dirigeant lui-même, ou il peut être fait même à quatre mains. Moi, ça m'est arrivé récemment. J'ai coaché un manager qui avait beaucoup de mal à changer, mais je l'ai fait à quatre mains avec son patron qui, au fur et à mesure où moi j'installais les comportements, lui donnait les moyens humains et matériels de mettre ça en pratique et en parler avec lui. Ça donne des résultats super. Ah, C'est d'ailleurs exactement. un bon exemple d'intelligence collective. Hein. Là, c'était une intelligence collective à trois, mais en plus, c'est un grand bonheur de faire ce genre de choses parce que c'est vraiment stimulant. C'est très Mais stimulant. Et puis surtout, là, on est dans le vrai challenge, hein, parce que oui, il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup de, voilà, et puis de l'enjeu est choses à. important parce que L'enjeu est c'est un service de important. production, donc voilà, qui avait beaucoup de problèmes. Donc si on ne résolvait pas les problèmes, l'entreprise était en grave Donc, difficulté. Hein, la mais pour rentabilité, reprendre mon image du chemin, le coaching, c'est ce qui va permettre d'aplanir les obstacles quand ils sont trop importants. Hein, on avance, mais bon, certains vont avoir des difficultés. Et là, un accompagnement est quelque chose d'important, ou une formation, ou l'accompagnement peut venir du dirigeant, d'un coach externe, mais c'est la notion de coaching surtout. C'est pour ça que je veux dire quelques mots là-dessus. Ce qui est important, c'est que quand c'est des gens internes à l'entreprise, alors je pense que c'est difficile pour des gens en interne de faire un vrai coaching parce que on ne peut pas être parfaitement libre non, quand on voilà, parle avec son faut, patron de ses en effet, difficultés. en Il y effet. a un petit biais. Mais quand même, Il y a un pied, ouais. euh, Mm. certains patrons qui fonctionnent avec beaucoup de bienveillance ou certains managers arrivent à faire du coaching en interne. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il ne faut surtout pas que le coaching soit associé à la moindre punition. Il faut que ça soit fait en Alors, toute bienveillance neutralité, oui, oui, et en complètement. parfaite neutralité. Hein, sans Ouais, ça ne peut pas marcher. Alors là, il n'y aura aucune. Hein, et ça sera pire, en fait. Je veux dire, ça fera qu'empirer le problème. d'accord. Parfait. Et alors, j'ai l'impression que, en t'écoutant, on est en train de parler de voyage, c'est-à-dire qu'au début, on essaie de- 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 d'identifier en fait la destination et ensuite on essaie d'organiser le voyage avec les équipes. Et puis là, en fait, en tant que guide, on va accompagner les personnes dans leur voyage. Qui ont Donc, du mal à marcher dans qui ont du le. mal. Voilà. Donc, Mhm. en leur fournissant, bien sûr, les moyens de locomotion et bien sûr, toutes les ressources nécessaires pour arriver à l'objectif. Euh, C'est tout à fait ça. et Tu donc, me- euh, et donc comment toi, euh, tu te sens justement en tant qu'organisateur de voyage et en tant que guide aujourd'hui, euh, est-ce que tu arrives aussi à te renouveler justement, hein. J'imagine que quand on propose un voyage qui est le même à chaque fois, ça peut devenir une routine. Mais toi, j'imagine que c'est jamais le même voyage que tu proposes. Donc à chaque fois, euh, est-ce que c'est le cas justement dans des Alors moi, d'abord, accompagnements? je ne suis pas un organisateur de voyage. Non, non, Hein, c'est je ne suis pas ça. c'est la vision que j'en J'aide, ai, parce que tu me donnes. voilà. J'aide, j'aide, j'aide le véritable organisateur à tracer sa route. Voilà, Voilà. c'est plutôt ça. D'accord. Oui. Je suis Je- à ce niveau-là, je suis pas, je peux pas organiser le voyage pour une entreprise que je ne connais oui, pas. mais là, j'imagine que Le dirigeant connaît l'entreprise infiniment mieux que moi. Donc moi, je peux juste être là pour dire, oui, attention, là, il y a un précipice, tu es un comment ça se copilote, passe? quoi. Tu es un copilote. Oui, même pas, même Même pas. pas. Bon, j'ai oublié cette image de voyage. Et justement, revenir un petit peu sur l'intelligence collective pendant cette troisième étape d'accompagnement, parce que quand tu accompagnes, là, on est dans la réalité, c'est-à-dire que dans la deuxième, on a remonté l'intelligence et on a utilisé l'intelligence pour pouvoir réaliser quelque part ce voyage, ou plutôt réaliser la vision, la raison d'être et les valeurs qu'on souhaitait mettre en place. Et dans la troisième étape,
on n'est plus dans la préparation ou dans on va dire, la réflexion, on est dans la matérialisation de cette vision, de cette raison d'être, de ces valeurs. Est-ce qu'il reste justement encore justement, de l'intelligence collective pendant cette étape-là d'accompagnement? Alors, tu m'as dit un petit peu, tu as un petit peu répondu, tu m'as dit que oui, quelque part. Ça pouvait, à trois, tu me disais, voilà, ça pouvait être de l'intelligence collective et l'intelligence collective pouvait continuer pendant l'étape d'accompagnement. Dans ce cas-là, tu disais durant nos échanges, en préparant cette interview, que la violence était le dernier recours de l'intelligence, justement. De l'incompétence. De l'incompétence, c'est ça? Oui. La violence est le dernier recours de l'incompétence. Parce que la violence attire la violence et souvent c'est destructeur, c'est pas constructif. Que ce soit au niveau des nations ou que ce soit au niveau des entreprises. Mais souvent, quand on ne sait plus comment faire, on devient violent. C'est ça le truc. Et là, c'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. C'est sûr. Et selon toi, est-ce qu'il y a justement un comportement clé à avoir justement pour entretenir cette intelligence collective? Oui, bien sûr, la bienveillance. Donc, c'est ça le reviens sur c'est la clé. ce que tu disais La au début. bienveillance. La bienveillance, c'est… Très bien. Alors, justement, pour conclure, pour toi, est-ce que après toutes ces années en fait où tu as pu accompagner des dirigeants de grandes entreprises, est-ce qu'il y a vraiment un bénéfice vraiment quel est selon toi le plus grand bénéfice justement que tu as pu constater de l'intelligence collective? Écoute, c'est déjà pour moi, alors, le plus grand bénéfice, c'est déjà l'efficacité, la créativité. Mais aussi, il y en a un autre qui pour moi est très important, c'est que les gens sont beaucoup plus heureux que lorsqu'il n'y a pas d'intelligence collective. Donc ça, voilà, c'est ces trois choses-là quand même. Efficacité, créativité et, je vais dire, bonheur au travail, pas tous les jours bien sûr, mais en général, les gens sont beaucoup plus heureux lorsqu'il y a de l'intelligence collective. D'accord, efficacité, créativité et tu me disais à la fin, le troisième, c'était? Bonheur au travail. Bonheur au travail. Merci déjà pour tout ce partage, Olivier, c'était très très riche. Je suis content d'avoir pu prendre le temps avec toi pour cela. C'était vraiment super, super inspirant et je suis très sincère quand je dis ça. C'est super intéressant de pouvoir échanger avec des personnes comme ça, avec ton expérience, avec ton point de vue et puis aussi ta sagesse. Donc, merci pour cela, en tout cas. Merci à toi, Fawzi, aussi. Moi aussi, c'était très intéressant et ça me permet d'apprendre des choses et de clarifier mes idées. C'était aussi le but de cette interview. En tout cas, j'espère que les spectateurs et l'audience vont en avoir pour leur compte. Donc, voilà, j'essaierai de faire un petit résumé de ce que va vous apporter justement l'interview en début de séance. Et puis surtout, j'attends de votre part beaucoup de retours, d'expériences, de commentaires, de commentaires disant que vous n'êtes pas forcément d'accord aussi. Ça, c'est intéressant. Travailler l'intelligence collective. Voilà. Travailler l'intelligence collective, si ça fait un contenu qui vous inspire cela, c'est parfait. C'est un petit peu le but aussi. Donc, merci à vous tous et merci à toi, Olivier, et à très bientôt. Ah, ça a coupé. Oui, ça coupe là, ça ne marche pas bien. Ça a coupé. Non, je disais, merci, Fawzi. Ciao. Merci, Olivier, et à très bientôt. Merci, Fawzi. À bientôt. Ciao.